Hello et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, il s'agit du bilan de mes lectures du mois d'octobre. J'ai lu au mois d'octobre 5 livres, mais je ne pourrai vous en parler que de 4 puisque l'un d'entre eux est encore top secret. Alors je vous donnerai bien sûr le titre ainsi que l'auteur et la maison d'édition, mais je ne pourrai pas vous montrer le livre. Déjà parce que je ne l'ai pas, c'était une lecture numérique, mais aussi et surtout, je ne pourrais même pas insérer l'image parce que c'est encore top secret. Voilà, c'est tout. L'image n'a pas été encore divulguée par la maison d'édition. Et avant de faire cette vidéo, ou même avant de poster ma chronique qui elle est déjà prête, j'ai contacté la maison d'édition en leur demandant si je pouvais le faire ou si c'était trop tôt, ou est-ce qu'il fallait que j'attende qu'ils dévoilent la couve. Et ils m'ont dit, Steffi, tu attends. Alors, je suis sage, j'attends. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de ces lectures. La première lecture que j'ai faite au mois d'octobre, qui m'a pris, je suis en train de voir 2 semaines en fait, c'est Tueuse d'Alpha, le tome 1, Vindicta de Nessa O'Connor, chez Raven Édition, qui a été une véritable découverte à la fois de la plume de l'autrice et de la maison d'édition. Donc c'est un livre que j'avais pu avoir dédicacé pour, à l'occasion de sa sortie, en fait, il proposait des commandes dédicacées et j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est une toute petite maison d'édition qui porte comme sigle un corbeau, Raven, moi, corbeau, voilà, ça me parle. C'était sur les loups-garous, il y a juste une couverture de ouf. Et voilà. On y suit dans ce premier tome Vanessa, qui est une chasseuse. Tueuse d'Alpha, ça vient d'après, mais bon, vous vous doutez que le titre, c'est une tueuse d'Alpha. Donc Vanessa est une chasseuse, c'est-à-dire qu'elle chasse les loups-garous. Généralement, ils sont en duo, donc elle est un coéquipier ou une coéquipière. Et il se trouve que lors de la première mission, celle dans laquelle on la rencontre, elle perd sa coéquipière, qui était aussi sa meilleure amie, parce que celle-ci se fait tuer donc par la bête qu'elles sont en train de poursuivre. Et Vanessa va décider donc de venger sa meilleure amie et de partir à la recherche de cette bête, de ce loup-garou, qui semble être vraiment très pernicieux, très vicieux et surtout très intelligent, contrairement à la plupart des bêtes qu'il pourchasse. Voilà. Le truc, c'est que ça va quand même aussi l'anéantir. Hein. C'était sa meilleure amie, donc elle a certes envie de vengeance, mais elle a aussi besoin de vacances. Donc elle va partir pour se faire en Bretagne. Et là, va lui arriver plein d'autres choses parce que ce loup-garou qu'elle espérait poursuivre après ses vacances, afin de venger sa meilleure amie, peut-être bien que c'est lui qui va la poursuivre. Donc de chasseuse, elle va devenir proie et elle va rencontrer aussi tout un tas de personnes. Et voilà. Et ce qu'il est à savoir aussi, c'est que Vindicta, ce titre peut être perçu de plusieurs manières. Alors l'autrice l'avait expliqué. Et surtout, ce que vous devez entendre, je pense, c'est qu'il est question quand même un petit peu de religion là-dedans. Parce que ils sont chasseurs pour l'ordre du Vatican, en fait. Voilà. C'est le Vatican qui les envoie. Ils sont sous les ordres d'un cardinal, etc. Voilà. Donc il y a quand même une petite part de religion. Et cette part-là m'a fait penser à Van Helsing, en fait. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce roman, que j'ai dévoré, bien qu'il y ait tout un tas de clichés du genre. Je l'ai adoré parce que ça m'a fait penser à un film que j'adore, à un contexte que j'aime, bien que pour moi la religion, voilà. Mais quand elle est menée de cette manière, c'est-à-dire que elle est là, mais sans que ce soit le thème du roman, si vous voulez, et ben moi je dis banco et je fonce. C'est un quasi coup de cœur. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce qu'à un moment donné, on saute pas mal de mois et il me manquait en fait ces mois-là. Alors certes, le livre est déjà long, hein. Je veux dire, cette ellipse m'a manqué. Le livre est long, il fait 465 pages, donc pour moi c'est déjà un pavé. J'ai pris 2 semaines à le lire, donc c'était long alors que j'adorais, c'est juste que j'étais très fatiguée. Et voilà, moi tout ce qui me manquait en fait c'est d'en avoir plus. Je trouve déjà que c'est un pavé, je trouve déjà que j'ai été longue à le lire alors que j'ai adoré, mais il m'en manquait, voilà, c'est un peu l'idée. Bref, cette lecture-ci je l'ai lue aussi dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, voilà. La deuxième lecture que j'ai faite, elle n'était pas prévue parce que j'avais pas prévu de la recevoir si vite.
Et j'aurais pu la mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai glissée finalement, mais vous ne pouvez pas la voir sur ma vidéo de présentation de ma pioche à lire de Pumpkin. Il s'agissait de La Mélodie des limbes de Nina Gorley aux éditions Magic Mirror. Un roman donc, que j'ai reçu en cadeau de la part du PLIB 2021, puisqu'il y était sélectionné, que j'ai répondu bien à des questions, enfin bref, voilà. Et là, on voit encore des corbeaux. Et une magnifique couverture signée Mina M. J'ai également adoré cette lecture. Elle n'est pas un coup de cœur parce que j'y ai trouvé quelques coquilles et ça m'a un tout petit peu gâché la lecture. Mais ça m'a pas empêché de lui mettre 20 sur 20. Voilà, parce que je sais qu'on trouve toujours des coquilles dans un roman. Voilà, c'est juste que là j'étais tellement prise, j'avais tellement envie d'adorer qu'il n'y ait pas le moindre défaut que le plus petit grain de sable est venu enrayer, si vous voulez, la machine du coup de cœur. Vive la métaphore. Bref, voilà, j'ai adoré. C'est une superbe histoire. C'est un excellent roman. Il est à la fois mélancolique et onirique. On y suit donc cette jeune fille, dont j'ai oublié le nom, Elisabeth Branwen. Alors, la seule chose aussi que j'ai un petit peu regretté, mais c'est passé 2 secondes, j'ai regretté, pouf, et puis j'avais fini de regretter, c'est les prénoms des personnages que, en tout cas, le sien à elle, que j'ai pas trouvé assez germanique. Voilà, parce que ça reprend le conte des 7 corbeaux des frères Grimm, et on est dans une ambiance quand même assez allemande, bien que pas tout à fait. Enfin voilà, c'est bizarre comme ambiance, on sait pas trop où on est, mais j'avais envie d'une ambiance allemande, donc, voilà, certes. Mais c'est pour ça que je vous dis, j'ai regretté, puis pouf, j'avais fini de regretter. Bref, donc on suit Elisabeth, qui est une jeune fille qui fait des rêves lucides, c'est-à-dire qu'elle est capable de contrôler plus ou moins ses rêves et de rêver quand elle veut. Enfin, c'est un peu l'idée. Et donc dans ses rêves, elle retrouve Frédéric, un ami imaginaire qui a la capacité de se transformer en corbeau. Il est à la fois homme et corbeau. Et voilà. Et donc on est un peu sur la psychologie du personnage de Elisabeth, qui paraît simplette, parce que à son âge, je crois qu'elle a 16 ans, on n'a plus d'amis imaginaires en fait. Voilà. Au bout d'un moment, l'ami imaginaire, faut l'oublier. Donc voilà, tout le monde la prend pour une simple d'esprit et un petit peu autiste quelque part, parce qu'elle ne peut s'exprimer qu'avec sa flûte, mais face aux personnes, elle ne peut pas parler, elle n'est pas à l'aise quand elle est entourée. Donc voilà. Et par contre, ce Frédéric, lui, est un ami fort. Et elle retrouve aussi dans ses rêves de nombreux corbeaux. J'ai adoré parce que vraiment on plonge et le livre, l'objet livre est magnifique. Il y a des corbeaux souvent, il y a des références à la mythologie, il y a tellement de choses qui se cachent dans ce roman que je l'ai adoré. Voilà, je vous dis le seul point noir, le seul bémol, dont j'ai d'ailleurs fait part à la maison d'édition en leur disant que j'avais adoré, mais que voilà, voilà, bref. Il est fort possible donc qu'il remédie à ces coquilles et ce serait tant mieux parce que vraiment ça rendrait ce livre encore plus magnifique qu'il ne l'est déjà. Le livre suivant donc, que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Bon, les 2 précédents, comme je vous l'ai dit aussi finalement, celui-là c'était sur le thème de l'automne, j'avais rien, et là on se retrouve dans le royaume de l'automne éternel, donc ça allait parfaitement. Et donc la pelote d'épingle, c'est aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'était pour la partie féerie et compagnie, enfin il y a toujours une petite partie avec le petit peuple, et donc voilà. Donc là il y avait des fées, puisque c'est l'histoire de... j'ai pas mis la note. Je vous la mettrai là. Donc c'est l'histoire de Violette, qui est une fée fleur de couleur violette, incredible, qui a pour mission de réunir 2 personnes qui ont été élues, où c'est un grand amour sur demande. Donc on a demandé à ce que cette personne, ce monsieur, tombe amoureux d'une femme. Et ce serait son grand amour. Alors on a décrit une femme... voilà, et la fée et les nébuleuses, donc celles qui s'occupent un peu des fées et des grands amours, ont désigné une autre personne. Donc la personne homme, c'est Sevan, qui est un
une rockstar, idole des jeunes, il a plein de groupies, il est chaque soir, vous le voyez, avec une fille au bras qui n'est jamais la même, enfin voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez Elisabeth. Tiens, encore Elisabeth. Il me semble que c'est Elisabeth. Qui est, elle, une personne un peu plus introvertie, qui est couturière, de talent, certes, mais qui n'arrive pas à se sortir de son boulot. Elle voudrait être première main, je crois. Elle n'est que seconde main. Bon, bref, dans un atelier de couture. C'est parce que sa chef lui fait de l'ombre. Elle connaît son travail. Elle sait que personne ne le ferait aussi bien. Mais justement, c'est bien le problème, c'est parce que même elle se sent un peu moins bonne qu'Elisabeth, donc. Et voilà. Et donc, ces deux personnes, Violette a pour mission de les mettre ensemble pour un grand amour. Sauf que rien ne va se passer comme prévu parce que Sévan ne va pas du tout tomber amoureux d'Elisabeth. Qu'Elisabeth va tomber sous le charme d'un pote de Sévan. Alors, sous le charme, mais genre juste pour un coup. Hop, voilà. Parce que Elisabeth, elle est peut-être relativement introvertie au niveau de sa vie sociale. Par contre, quand elle a quelque chose à vous dire, elle vous le dit. Elle est très franc-parler, très franc du collier, pardon. Et voilà. Et donc, c'est ce qui plaît à Sévan, certes, mais plutôt... Enfin, voilà. En tout cas, Camille, éventuellement, mais voilà comment ça débute. Et Violette va se retrouver empêtrée dans cette mission dont elle n'arrive pas à se dépêtrer. Et il va leur arriver tout un tas de choses. Et il y a un moment donné, même si on est sur un roman assez... presque feel good au début, assez les fées, machin, tout est mignon, tout est beau. Il y a un moment donné du roman, des scènes, enfin une scène particulièrement cruelle et horrible, et tellement réaliste et tellement réelle. Après ce qui s'ensuit, ça m'a, moi, touchée personnellement. Je me suis revue à la place du protagoniste qui se voyait balafré, on va dire. Je me suis revue à sa place et ses pensées étaient tellement réalistes que j'ai adoré. Voilà. Je ne m'attendais vraiment pas, mais alors pas du tout, à aimer autant. Parce que ce roman est d'une justesse incroyable par rapport à ça, mais par rapport au reste aussi, aux sentiments des uns des autres. Voilà. Franchement, lisez-le. Lisez. Donc, ah oui, pardon, vous l'avez peut-être vu sur l'image, il s'agissait donc de La pelote d'épingle de Cécile G. Cortès aux éditions du Petit Caveau. Je crois que je ne l'avais pas dit, maintenant c'est fait. Le quatrième livre que j'ai lu, c'était une petite novella de 130-140 pages, donc de chez Le Petit Caveau. C'était un service presse, c'est celui que je ne peux pas vous dévoiler, enfin dont je ne peux pas vous dévoiler l'image. Il a été écrit, enfin la novella a été écrite par Malaika Makumi. Le titre c'est Le Dévoreur d'âmes et je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est qu'il a eu une bonne note sur mon blog, que cette novella est parfaite pour Halloween et c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas en profiter, mais profitez-en l'an prochain, franchement, elle est géniale. Je ne m'attarderai pas plus là-dessus. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404, qui est un livre qui m'a posé problème. Parce que la première chose que je fais, moi, souvent, c'est que je vais à la fin. Je vois qu'il y a des parties, hop, je feuillette, je regarde les titres des parties, bla bla bla, et je me spoil bêtement. Voilà. Du coup, les 100 premières pages, à peu près, toute la première partie, j'y arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Je veux dire, le personnage était sympa, mais l'histoire, j'avais l'impression que c'était du déjà vu, c'était bien écrit, ça, il n'y a pas de doute. Mais voilà, j'avais un peu l'impression de retrouver la saga Les guerres du monde émergé, avec l'héroïne qui a un peu la même malédiction que celle-ci, qui est plutôt une anti-héroïne. J'avais l'impression aussi de retrouver un peu quelque chose de Richard et de Callan dans l'épée de vérité. Voilà, du coup j'avais du mal. Et puis, j'ai passé cette première partie. Je me suis dit, bon écoute, c'est là. Et oui, non, et puis aussi, il y en a les critiques que j'en avais vues. Alors j'avais vu juste une critique d'une personne qui l'avait abandonné. J'avais pas cherché plus loin le pourquoi du comment. Mais sinon, toutes les autres étaient
excellente, presque dithyrambique, c'était des coups de cœur par-ci par-là. Bref, j'avais envie d'aimer, mais voilà, ça me rappelait d'autres bouquins. Et puis voilà, mais c'était bien écrit, l'univers fouillé, développé, sympa, tangible, enfin même si c'est un univers de fantasy, hein, voilà. Je vous ai pas raconté l'histoire. Je vous raconte l'histoire et après je vous parle des 3 autres parties. Donc, dans l'enragé, on suit comment elle s'appelle déjà, Kern, qui est surnommée Kern la Rouge parce qu'elle est l'enragée, c'est-à-dire que c'est une mercenaire dont on ne sait pas bien d'où elle vient vraiment, enfin elle vient des clans du Nord visiblement, mais on n'en sait pas trop plus. En revanche, ce qu'on sait, c'est que sur un champ de bataille, il vaut mieux pas être dans le camp adverse, hein, parce qu'en fait, elle arrive à rentrer dans une espèce de transe à un moment donné qui fait d'elle une véritable bête qui la rend enragée. Et donc là, elle a une force incroyable et elle tue, elle tranche, elle ressort généralement de ses propres batailles ensanglantée. Et certains pensent même qu'elle boit le sang de ses ennemis. Donc voilà, il y a toute une aura, plein de légendes qui tournent autour de l'enragée. Et elle va être engagée, c'est une mercenaire, pour partir à la recherche des jumeaux perdus du roi de Cardamen, qui lui se meurt. Voilà, donc le chevalier Corwen ou Corven, je sais pas, moi j'ai toujours lu Corven, mais peu importe, accompagné de quelques soldats, vont aller la chercher et d'un mage. Ah, j'ai oublié de parler du mage dans ma chronique. Bref, vont aller la chercher pour partir à la recherche des jumeaux, Aloïs et Alinessa. Et cette femme qui est une enragée, elle va rester une enragée du début à la fin. Bien que elle va faire face à un destin auquel elle ne s'attendait, mais alors pas du tout. Elle, comme je vous dis déjà, elle se questionne elle-même quand même sur ses états de transe, pourquoi elle est comme ça, etc. Il va lui arriver plein de choses, elle va rencontrer des gens, elle va avoir des sentiments pour des gens, alors que normalement c'est une solitaire. Elle elle couche par-ci par-là avec une ou deux personnes, pour passer le temps, quoi, j'ai envie de dire. Elle travaille de temps en temps avec quelques autres mercenaires avec qui elle s'entend bien. Mais c'est quand même une solitaire, une femme forte qui n'a besoin de personne. Et elle le reste tout au long du roman. C'est ce qui avait plu à Manon de Vibration littéraire et c'est ce que je voulais retrouver, mais c'est ce que je n'arrivais pas à trouver parce que la première partie de ma lecture donc était mais vraiment un petit peu gâchée. Et voilà. Et donc dans les 3 autres parties, bien que je me sois spoilée, bien que j'ai vu venir certaines choses, il y en a d'autres, je ne les ai pas vues venir du tout. Il y en a une, même si je la voyais arriver, je ne savais pas comment on allait y aller. Et la façon dont l'autrice a tourné les choses pour arriver au titre de la partie, enfin bref, voilà. J'ai beaucoup aimé. Pour la note, j'ai mis 17,5. Pourquoi on n'est pas sur un coup de cœur pour ma part? Parce que c'est très bon. C'est bon, voire très bon, mais ça m'a rappelé autre chose. C'est comme ça. Écoutez, par contre, je vous recommande tout aussi chaudement cette lecture que toutes les lectures précédentes de ce bilan. J'ai fait un mois d'octobre excellent quand même au niveau lecture. J'ai eu que des bonnes lectures, voire très bonnes, voire excellentes. Voilà, c'est parfait. Je l'ai lu aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'était dans la catégorie féminisme, je sais pas quoi. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, c'est vraiment une femme forte, une femme qui n'a besoin de personne, comme je vous l'ai dit. Et voilà. Voilà. C'est donc tout pour ce bilan de mes lectures du mois d'octobre. J'espère que le vôtre a été aussi bon que le mien. Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi vous votre ressenti. Est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? Pourquoi? Si vous n'avez pas envie de commenter mais que vous voulez quand même me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Un commentaire aussi bien sûr et je vous y répondrai avec joie. Et si ce n'est pas déjà fait et que vous tombez sur cette vidéo par hasard et que ce genre de vidéo vous plaît, bien sûr, parce que sinon ça ne sert à rien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous laisse continuer de naviguer sur l'océan YouTube et moi, je pars naviguer sur un autre océan qui est celui de la mise en place de plein de photos. Voilà.
J'espère que cette vidéo n'est pas trop sombre parce qu'on est entre deux. À un moment donné, il y a plein de soleil, à un moment donné, on est à l'ombre. Bref, voilà, voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!